Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. On est en train de faire rentrer tout le monde dans la salle principale. Bienvenue donc pour cette 48e édition des séminaires Lunch and Learn de la chaire Philanthropie. On va commencer dans un instant. Merci à toutes et à tous d'être là donc pour ce 48e épisode. Je vous propose de commencer. Donc, bienvenue une fois de plus. Le sujet de notre 48e épisode, vous l'avez sous les yeux, les contrats à impact environnemental. Quel potentiel pour financer la transition écologique? Avant d'en parler et de vous présenter nos intervenants et le sujet en quelques minutes, on va simplement vous rappeler quelques règles de fonctionnement. Euh, donc, par défaut, les micros normalement sont désactivés. Vous pourrez les réactiver dans la session de questions-réponses avec nos intervenants. S'il vous plaît, si vous le pouvez, allumez vos caméras. C'est toujours sympathique de vous voir. Si vous avez la possibilité de le faire, merci de le faire. Vous pouvez aussi vous renommer. Je vois que certains dans le chat ont simplement un pseudo ou un numéro de téléphone. Vous pouvez assez facilement, en cliquant sur votre nom, en faisant un clic droit, je crois, vous renommer ou, en tout cas indiquer, si vous le voulez, votre nom, prénom et votre organisation. C'est vrai que c'est toujours sympathique de voir qui travaille où. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur les trois petits points à droite de votre nom pour vous renommer. Pour les questions que vous aurez sans doute pendant la présentation, deux possibilités. Soit au fil de l'eau dans le chat, vous avez une possibilité d'afficher le panneau discussion. Et donc on pourra aussi regarder vos questions par là. On vous donne aussi des informations pendant le séminaire sur ce canal, sur les chats. Et puis aussi par oral, je vous indiquerai des moments où vous pourrez lever la main avec la fonction lever la main de Zoom que vous connaissez certainement, euh, qui se trouve aussi en bas de votre interface. Dans les réactions, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole en fonction du temps dont on dispose. Le séminaire est enregistré, donc l'enregistrement a commencé, il sera disponible en replay euh, comme tous les séminaires Lunch and Learn de la chaire. Vous pouvez aussi faire des tweets. On a un hashtag qui s'appelle ChairPhiLL pour Lunch and Learn. N'hésitez pas à tweeter pendant ce séminaire. Euh, on est donc présent sur le réseau Twitter, alias X de son nouveau petit nom. Merci. En tout cas, ceci étant fait, je vous propose de commencer. Alors oui, une information importante. Euh, on a besoin de vous pour aussi continuer à diffuser nos nouvelles, nos informations. Euh, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez prendre une minute pour nous suivre, donc à la fois sur Twitter X avec l'adresse cherfi-ESSEC et aussi notre page LinkedIn que vous allez trouver facilement avec ESSEC Philanthropie Chair. Et puis, on a un joli QR code au milieu. Si vous le flashez maintenant, vous allez arriver sur une page de ressources avec nos comptes Twitter, LinkedIn, mais aussi un certain nombre de ressources, les liens vers notre podcast, les liens vers notre MOOC. Donc, tout ça grâce à ce petit QR code. Donc, voilà, je vous demande juste quelques secondes pour le faire, si ce n'est pas déjà fait, pour nous suivre sur ces deux réseaux. Merci beaucoup, en tout cas, de, de votre participation. Je crois qu'on va pouvoir passer à la présentation du sujet du jour. Donc, nous allons parler contrat à impact environnemental. C'est un sujet pour peut-être les fidèles de la chaire philanthropie, les contrats à impact ou les social impact bonds, qui sont un peu l'équivalent en langue anglaise. C'est un sujet qu'on avait évoqué en 2018 lors d'un séminaire Lunch and Learn en juin 2018, euh, plutôt à l'issue de cette première phase de développement des contrats à impact. 5 ans plus tard, ça nous paraissait vraiment intéressant de faire le point sur cette modalité en fait de financement de projets à impact social et environnemental. Vous le verrez, euh, en 2018, on avait beaucoup parlé des contrats à impact social, Social Impact Bonds. Et pour ce séminaire aujourd'hui, on va s'intéresser à un développement peut-être plus récent de ce type
financement de projets impact pour les questions environnementales. On va le voir avec deux intervenants. Il y a eu un développement récent intéressant qu'on va essayer de documenter en se posant la question finalement quel est le potentiel de ces outils financiers pour financer la transition écologique. Comme vous le savez, les besoins sont immenses, notamment la finance a été perçue comme un levier très important, indispensable pour financer la transition écologique. Et donc, on verra en quoi ce type de contrat à impact environnemental, comme on les appelle aujourd'hui, peut répondre à ces enjeux, notamment à quoi ressemblent les premières initiatives, comment finalement, quels sont les acteurs de ces contrats à impact environnemental, donner quelques exemples concrets aussi, c'est important, et puis parler un peu des enjeux et voir comment ces nouveaux contrats à impact diffèrent peut-être de la première génération dont on avait parlé notamment il y a 5 ans. Voilà les défis on va essayer de relever ensemble avec ce séminaire. Je voudrais accueillir donc nos deux intervenants et les remercier très chaleureusement d'être là avec nous. Euh, je vais peut-être juste commencer par Benjamin qui va parler en premier. Bonjour Benjamin. Bonjour à toutes et tous. Alors Benjamin Le Pen de Ven est professeur associé à Audencia Business School. Il dirige la chaire Finance pour l'innovation. Et Benjamin a développé une expertise de longue date maintenant sur on va dire deux axes principaux, hein, ce qu'on appelle la finance entrepreneuriale, notamment le capital risque, le crowdfunding, mais aussi le financement de l'innovation durable, notamment l'innovation sociale et environnementale, avec une vraie expertise sur les contrats à impact qu'il partagera avec vous. Sur ces sujets, Benjamin encadre aussi la relève des jeunes chercheurs, puisqu'il y a 4 doctorants, je crois, qui l'accompagnent à Audencia, notamment sur les sujets de contrat impact social, mais pas seulement, de contrat impact. Benjamin a beaucoup travaillé aussi avec les acteurs publics et privés dans le secteur contrat impact, notamment avec le gouvernement français, l'ADEME, BPI France, parmi d'autres. Et Benjamin a été lui aussi entrepreneur et investisseur avant d'être professeur et chercheur. Merci Benjamin, merci d'être là. Et j'accueille aussi Marion de la Patelière. Bonjour Marion. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Et donc Marion, elle est cofondatrice de SB Factory, qui est un cabinet de conseil qui accompagne un grand nombre d'acteurs, hein, des entreprises privées, familiales, des investisseurs, des associations, des institutions, dans la modélisation de projets à fort impact. Et notamment, vous avez développé chez SB Factory, là aussi, une expertise concrète sur les contrats à impact en France. Euh, donc Marion va nous parler de tout ça. Euh, donc, au-delà de l'accompagnement, Marion participe aussi à du financement en direct de projets, puisque SB Factory a en partenariat avec Citizen Capital a lancé cette année le fonds Citizen CIS. On va en reparler. Euh, donc, ça fait voilà, plus de 12 ans que Marion et son associé Pauline Euzé accompagnent des acteurs qui, notamment, sont intéressés par ces dispositifs de contrat impact social et environnemental. Merci à tous les deux. Ce que je vous propose de faire pour commencer euh, le sujet du jour, c'est de vous proposer à tous et toutes un petit sondage. Voilà, on va le lancer, il va apparaître bientôt sur votre écran. Donc là, je m'adresse à tous les participants. Vous pouvez normalement répondre à un sondage qui va s'afficher. Les contrats à impact social environnemental, est-ce que vous connaissez le sujet un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout? Voilà, on va un peu jauger votre niveau de familiarité avec le sujet du jour. Prenez quelques secondes pour répondre. Est-ce que vous êtes voilà, un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout connaisseur du sujet du jour? On va vous donner encore quelques secondes pour voter. Vous êtes déjà une cinquantaine à l'avoir fait, c'est très bien. Et on va partager les résultats dans 10 secondes à peu près. Voilà, vous pouvez voter normalement. Alors, on va afficher les résultats, les contrats impact social. Vous connaissez. Alors, en majorité, un peu, voilà, plus de la moitié. Donc, on va peut-être vous aider à passer au stade suivant, peut-être beaucoup après ce séminaire. Pas du tout pour un tiers d'entre vous. C'est tout à fait, vous êtes au bon endroit. On va là aussi, je pense, vous aider à faire le point sur ce sujet. Et puis, il y a quelques experts, puisqu'on a
on va dire, une dizaine de personnes qui ont répondu beaucoup passionnément ou à la folie. On compte sur vous aussi pour vos questions lors de la suite de nos échanges. Donc, une fois ce sondage fait, donc on voit un petit peu le niveau de connaissance générale de notre auditoire. Je vais passer la parole à Benjamin Le Pen de Vennes pour une première présentation. Benjamin va justement euh, faire le point peut-être sur les définitions, ce que nous dit aussi la recherche aujourd'hui sur les contrats impact, où on en est. Benjamin, je crois que voilà, vous avez des slides, on va regarder ça dans un instant euh, pour la première présentation de ce Lunch and Learn. Donc voilà, les slides s'affichent et Benjamin, Est-ce que Arthur, tu peux me confirmer qu'on voit bien les slides? on voit bien les slides, on entend très bien, donc je pense que the floor is yours, comme on dit, et on peut y Thanks. aller. Thanks a lot. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi de présenter aujourd'hui et je remercie toute l'équipe de la chaire de l'accueil et de l'initiative. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on discutait un peu de ça avec Arthur et Anne-Claire de faire un lunch and learn autour du sujet et ça nous semblait pareillement assez souhaitable de le faire avec Marion et l'équipe de SB Factory parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et qu'on se connaît et on pense assez bien compléter le sujet ensemble. Alors, en suivant le plan suggéré par Arthur, je commencerai brièvement par vous raconter qui je suis, qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur le sujet des contrats impact avant de vous parler un petit peu des développements les plus récents. Donc, comme dit par Arthur, je suis professeur associé à Audencia Business School à Nantes et je suis directeur d'une chaire qui est dédiée au financement de l'innovation avec voilà, deux piliers principaux que sont, un, la finance entrepreneuriale au sens un peu classique du terme, financement des startups notamment, et un bloc plus finance responsable et financement de l'innovation responsable, en s'intéressant à la fois à l'impact investing, qui est, pour le résumer, la forme responsable du capital risque, et aussi depuis longtemps maintenant, les contrats impact, qui va nous animer ce soir. Cet après-midi, pardon. Et vous le voyez ici en logo, les partenaires qui nous ont financés depuis le début, à la fois des acteurs privés et publics, sur ces différentes thématiques, dont le fonds B, dont Marion était cofondatrice. Historiquement, sur ce sujet, j'ai une posture de recherche-action et de mettre l'expertise qu'on développe au service de la société ou de l'intérêt général, avec une première publication qui a été un peu la première publication française en français sur le sujet des contrats impact, avec une étude pour l'Institut de l'entreprise qui avait participé à l'émergence du sujet et à le mettre à l'agenda politique à l'époque. On reverra ça dans la chronologie des contrats impact en France. Un partenariat historique également avec le Fonds B qui nous a permis aussi de travailler étroitement avec des acteurs de terrain, pas que le Fonds B, mais notamment, et le financement qui fut apporté sur un des doctorants dont j'ai la direction aujourd'hui, qui deviendra docteur dans quelques jours. Donc voilà, une trajectoire qui finit bien, et une habitude aussi d'accompagner les pouvoirs publics sur ces sujets-là. Notamment avec l'ADEME, pas uniquement, mais notamment l'ADEME, avec qui on a un partenariat aujourd'hui de 4 ans. On est à peu près à mi-chemin aujourd'hui, où on les accompagne sur les contrats impact environnementaux ou impact environnemental, voilà, qui nous permet aussi d'avoir une vision opérationnelle et politique publique sur ces sujets-là. Et par ailleurs, on a fait voilà, aussi des petites missions d'expertise pour eux et pour WWF sur cette question des contrats impact environnementaux, on en reparle. Les trois recherches aujourd'hui sur lesquelles on travaille encore, c'est-à-dire il y en a d'autres qui sont terminées, qu'on a finalisées sur les Social Impact Bonds, sont les suivantes avec des collègues, co-auteurs ou doctorants. Et vous allez voir, c'est des sujets qui résonnent évidemment pour les différents professionnels que vous êtes. Le premier, on s'est intéressé au cas des Social Impact Bonds comme outil de financement de l'expérimentation, et on verra en quoi le Social Impact Bond finance de l'expérimentation. Et on s'est intéressé à what's next. Financer des expérimentations, c'est intéressant, notamment quand elles sont financées par des philanthropes, par des fondations, par des family office, etc. Mais évidemment, ce n'est pas le bout de l'histoire. Ce qui nous intéresse, c'est en cas d'expérimentation réussie, qu'est-ce que ça donne derrière?
Et de fait, on a regardé donc les premiers social impact bonds dans le monde et on a regardé ce que sont devenus les programmes qui furent financés de la sorte, donc, notamment des programmes sur l'emploi, mais pas que au UK et ailleurs en Europe. Et on est venu regarder quelles étaient les barrières à la diffusion de ces programmes sociaux qui avaient été préalablement testés. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec mon doctorant Vincenzo et mes collègues Mathias et Julien, voilà, qui est à peu près fini. Ensuite, on a un autre travail là où on s'est intéressé à la politique publique liée au contrat impact, et notamment comment elle est gérée et métagouverner en France. Donc on s'intéresse à le management par les pouvoirs publics de cette politique et comment ils interagissent avec cet écosystème naissant des social impact bonds à la française. Et enfin, avec ma doctorante Maya, on s'intéresse, là de manière beaucoup plus récente, à la propension qu'ont certains investisseurs à réinvestir dans des contrats impact. Parce qu'on voit une partie des investisseurs au niveau mondial, 70 sur les 300 qu'on a référencés, qui sont des repeat investors, et même certains qui le sont beaucoup, jusqu'à 13 ou 14 fois, si ma mémoire ne fait pas défaut. Donc évidemment, c'est une infime minorité, mais voilà, quelles sont les raisons qui président à ces politiques de réinvestissement dans ces contrats qui, on verra, sont bizarres, surprenants, intéressants, attachants, on met les termes qu'on veut derrière. Mais en tout cas, c'est intéressant de regarder. Alors, back to the basic, qu'est-ce que c'est qu'un contrat impact? On a vu à peu près la moitié d'entre vous ne connaît pas ou très très peu. Donc on va rapidement réévoquer l'essence même d'un contrat impact. Un contrat impact, c'est un mode de financement qui est particulièrement original. On est dans une forme de relation contractuelle multi-parties prenantes qui vise à financer une expérimentation sociale ou environnementale portée par un ou plusieurs porteurs de projets, alors souvent des associations, parfois des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais parfois des entreprises commerciales classiques. Donc on a une variété d'innovateurs sociaux qui vont proposer une expérimentation sociale ou environnementale visant à réduire ou à éviter un problème social ou environnemental. On verra au travers de quelques exemples concrètement de quoi il retourne. Et ici, ce projet va être financé par des investisseurs privés, alors dont la variété est considérable, hein, comme je vous l'évoquais il y a quelques instants, il y a à peu près 300 investisseurs qu'on a référencés dans le monde dans des social impact bonds. Ça peut être des fonds de private equity, des banques, des philanthropes, des family office, des individus, des fondations, enfin voilà, il y a quasiment tout est possible, enfin légalement en tout cas tout est possible. Ils vont financer les quelques millions qui vont être mis au travail, et en fonction de l'atteinte ou de l'atteinte partielle ou de la non-atteinte des objectifs préalablement déterminés, d'objectifs sociaux et environnementaux, eh bien, les pouvoirs publics vont payer ou pas, enfin rembourser ou pas, ces investisseurs. Donc, il va y avoir des objectifs, une convention d'objectifs assez précise, qui est un peu un des nœuds du sujet, comme vous pouvez l'imaginer, qui va lier toutes ces parties prenantes. Et l'atteinte de ces objectifs va être évaluée par un évaluateur. Alors en France, c'est souvent des cabinets de conseil spécialisés dans l'évaluation d'impact social. À l'étranger, il y a aussi souvent des labos académiques, avec des cabinets de conseil aussi, mais voilà, il y a des acteurs différents. Et donc, si on applique ça à un contrat impact environnemental qui est aujourd'hui lancé, qui fait partie d'une vague récente de contrats impact environnemental qui ont été signés en France, bah, vous avez le cas de Toupy Organics. Toupy Organics, c'est une société commerciale, hein, c'est une SAS, c'est vraiment start-up, vraiment très innovante par ailleurs, qui lance un nouveau concept de récupération d'urine humaine, de retraitement et ensuite d'utilisation comme intrant non chimique pour l'agriculture. Et ils ont donc monté un contrat impact de 3,8 millions qui a trouvé, donc qui est un des lauréats, on le verra, de l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME sur des contrats impact environnementaux dédiés à l'économie circulaire et qui est financé par un groupe d'investisseurs réunis par BNP Paribas en tant que contracteur, enfin un contracteur en bon franglish, qui crée le nœud de contrat, aide à la signature et à l'alignement le plus possible des intérêts des uns des autres, afin de lancer ce produit, ce concept, au bénéfice ici principalement de l'environnement, parce qu'on est sur un contrat impact environnemental, dont la dominante est nécessairement contrainte par la dimension environnementale, mais l'immense majorité
des contrats impact dans le monde sont des contrats impact social. Donc, à la place d'une petite planète, je vous aurais mis des petits bonhommes euh, avec voilà, des gens qui vont retrouver un emploi. On va éviter l'éclatement de famille, de noyaux familiaux avec le placement d'enfants, beaucoup de sujets sur la santé. Enfin, voilà, une très très grande diversité de concepts. On pourra revenir s'il y en a qui ont des questions un peu techniques sur la logique, mais voilà, c'est un mode de financement qui a cette particularité de lier un peu à l'instar d'un PPP à impact social ou environnemental. Je sais qu'il y en a des éminents collègues parmi vous, spécialistes des achats un peu innovants qui seront intéressés par ces sujets-là. Donc, on est une forme un peu PPP ou de contractualisation qui, quelque part, entre le financement, le soutien, la subvention et la contractualisation sous forme un peu d'achat ou d'achat de projets un peu expérimentaux. Et donc ça s'inscrit dans un continuum de politique publique en France, à l'étranger aussi, mais évidemment le cadre français est celui que je suis le plus, qui s'inscrit désormais un petit peu dans une forme de temps long. En tout cas, le temps passe vite. Avec Marion, ça doit faire 7-8 ans qu'on se connaît sur ces sujets-là, donc ça ne nous rajeunit évidemment pas. Et ça a commencé en 2015-2016 avec enfin, en tout cas, symboliquement un peu le rapport que j'avais écrit sur le sujet, qui a permis un peu une cristallisation, c'est un peu la goutte d'eau qui fit déborder le vase, d'acteurs qui déjà parlaient et travaillaient auprès des pouvoirs publics pour essayer de lancer le sujet des contrats impact à la française. C'est un sujet qui fut mis à l'agenda par le gouvernement, par Bercy et l'Élysée à l'époque, qui lancèrent la première vague de contrats impact environnementaux avec un appel à manifestation d'intérêt pour celles et ceux qui connaissent un petit peu le droit public, avec une première vague, et Marion en parlera plus en détail en vous montrant les montants, les noms, les signatures, etc., qui globalement a couru jusqu'à 2020. En 2020, il y a eu une forme de rafraîchissement du sujet avec un deuxième rapport, cette fois un rapport un peu d'évaluation de politique publique sur le sujet, et le lancement d'une nouvelle phase avec la publication de 3 appels à manifestation d'intérêt, dont un porté par l'ADEME, pour thématiser des contrats impact. Donc là, on parlera un peu plus, en tout cas, je parlerai un petit peu plus de l'ADEME, et Marion là aussi complétera sur les autres thématiques, le ministère du Travail et de l'Économie. Visant à faire sortir des projets intéressants sur les thématiques précédemment mentionnées. Vous voyez, on a même organisé un petit speed dating avec des acteurs de l'ESS, des financeurs, etc., avec une introduction de la ministre Olivia Grégoire et du président de l'époque de l'ADEME, Arnaud Leroy, qu'on avait organisé avec Audencia, voilà, pour aider et faciliter cette montée en puissance sur la thématique économie circulaire. Et là, on est en train de vivre un moment intéressant parce que, et en cours de rafraîchissement depuis quelques temps, et là, ça va s'accélérer, le lancement éventuellement d'une nouvelle phase. Il y a eu la publication il y a 1 an, enfin même un peu plus d'1 an, d'un nouveau rapport d'évaluation par Thomas Cazenave, qui aujourd'hui est ministre des Comptes publics, mais à l'époque, il était juste inspecteur général des finances et fut rapporteur d'un rapport sur les contrats impact sociaux et leur développement un peu modéré en France. Et donc, ça a lancé une nouvelle phase de réflexion, de modernisation, de simplification aussi de ce mode de contractualisation. Et donc, tout ça va s'accélérer dans quelques jours parce que il y a eu, comme vous le savez, lors du dernier remaniement, un rebasculement des responsabilités ministérielles de Marlène Schiappa à Olivia Grégoire sur l'économie sociale et solidaire, qui reprend la main, comme elle l'avait déjà par le passé, sur le sujet des contrats impact, et elle a déjà manifesté son intérêt de réimpulser une dynamique, et notamment en nommant, c'est en cours, Maxime Baduel, donc son ancien conseiller, comme haut-commissaire à l'ESS, et figure parmi son mandat et son intérêt de réimpulser à nouveau, d'amplifier la dynamique sur les contrats impact. Sans être très long, parce que le temps file vite là aussi, on a évidemment depuis 2016 une sophistication de l'écosystème autour des contrats impact, avec des acteurs qui sont désormais beaucoup plus expérimentés, un petit peu plus nombreux, des modèles de contrats et de clauses qui permettent un petit peu de simplifier le sujet, une partie des investisseurs qui est devenue récurrente, y compris en France.
c'est pas le cas de tous, mais voilà. Des acteurs relativement spécialisés, Marion, qui parlera après moi, en est un exemple parmi d'autres, mais un des rares exemples d'acteurs voilà, qui ont développé une expertise sur le sujet. Des acteurs également d'expertise précontractuelle qui peuvent aider plus ou moins bénévolement, mais à minima pour vraiment pas cher, les acteurs qui se posent la question d'éventuellement porter un contrat impact. Des pouvoirs publics également qui sont plus matures sur ces sujets, qui ont conscience de leur rôle, en tout cas plus conscience qu'à une époque, de leur rôle dans l'émergence et dans la structuration et dans l'impulsion de cet écosystème. Et puis cette logique des appels à manifestation d'intérêt sectoriel qui, je ne sais pas si elle a fait ses preuves, mais en tout cas a été une source d'inspiration, y compris pour l'étranger, hein. Il y a d'autres pays qui regardent ce qu'a fait la France sur ce sujet, qui est voilà, probablement une modalité pas inintéressante pour impulser une dynamique thématisée, prévoir des fonds a priori pour des initiatives innovantes. Évidemment, la France n'est pas la seule, hein. De loin, le plus grand pays sur les social impact bonds dans le monde, c'est la Grande-Bretagne, mais qui connaît un ralentissement, alors non pas un arrêt, mais un ralentissement de la contractualisation des social impact bonds ces dernières années, euh, notamment par l'épuisement de ce qu'on appelle les outcome funds, donc de fonds dédiés aux social impact bonds qui aujourd'hui arrivent en fin de vie, mais il est quand même probable, ça on en parlait au printemps dernier, Marion était là avec des collègues de King's College et de Oxford University qui travaillent très en proximité avec l'écosystème anglais, qui est une nouvelle impulsion par le haut sur ce sujet, parce que c'est vraiment à l'agenda du Labour de réimpulser très fortement le sujet. Il n'est quand même pas invraisemblable qu'il gagne les prochaines élections. Donc voilà, il est probable que ça revienne à l'agenda. Et donc aujourd'hui, on se situe sur à peu près 270 contrats dans le monde, et avec la France qui est dans les pays probablement aujourd'hui, ce qui ne fut pas le cas pendant longtemps, mais dans les plus dynamiques, en tout cas qui a un trend assez important, et d'autres initiatives assez originales qui émergent dans d'autres pays, euh, y compris des pays du sud global, comme la Colombie, qui s'inspire d'autres modèles, voilà, de création de fonds d'outcomes, ou des initiatives un peu surprenantes comme au Japon. On prend, enfin, si ça vous intéresse. Quelques mots en cinq, je ne sais plus combien de temps il me reste, Arthur, tu me dis, mais 2-3 minutes. ouais, bon, j'en prendrai cinq, pour parler des particularités des contrats à impact environnemental. Parce qu'on l'a dit, l'immense majorité dans le monde des contrats à impact sont à vocation sociale, et la France est quasiment le seul pays à avoir des contrats à impact environnemental. Il y a eu quelques exemples aux US qui sont vraiment infrastructure, donc c'est de l'environnemental, mais très infra. Et en plus, on est très très proche de modèles de contractualisation vraiment de services publics et d'infrastructures pour les services publics. Donc ça intéressera mon collègue Romary qui est connecté, où là on est vraiment très très proche des contrats de fourniture en fait, hein. Donc la France est vraiment assez précurseur sur les logiques de contrats impact. Et vous le voyez ici, les lauréats du contrat impact, enfin de l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME sur l'économie circulaire, ou en tout cas ceux qui, pour certains, ont signé ou vont signer prochainement. Et donc, vous voyez des thématiques qui sont assez variées, hein. Envie autonomie qui a signé sur les équipements, créer une filière on appelle ça les aides techniques, mais en gros de chaises roulantes réemployées d'occasion. Vous avez Toupie, on en a déjà parlé, sur une filière innovante de valorisation des urines humaines. La Belle Vie sur la réduction de l'empreinte environnementale des crèches, etc. Donc des choses assez variées. Ces contrats impact environnementaux, ils amènent trois réflexions intéressantes, et je vais prendre 1 minute par réflexion. La première, c'est la question du temps plus long que les contrats impact social. En gros, les contrats impact sociaux, historiquement, ont une logique un peu plus orientée sur les coûts évités, qui peuvent être rentables au regard des pouvoirs publics sur un temps relativement court. Dans le cas des contrats impact de l'ADEME, sur lesquels on a travaillé avec l'ADEME et leurs financeurs, les porteurs de projets, etc., on a rapidement vu que les coûts évités ne sont pas forcément considérables, et qu'à minima, si on voulait les considérer, il fallait tirer un peu plus ce temps vers du moyen long terme, ou en tout cas de rajouter quelques années au-delà de la durée légale du contrat. Voilà, donc, ce qui pose un certain nombre de défis assez intéressants sur lesquels on pourra.
Le deuxième élément, je vous ai mis ici le détail des indicateurs qui sont pour les 6 contrats qui sont signés ou qui seront signés prochainement d'impact environnemental, enfin de contrats d'impact environnemental. Il y a quelque chose qui est particulièrement intéressant, c'est que on a ici un mix d'indicateurs, donc d'indicateurs de paiement en résultat qui sont considérés par le contrat et pour rembourser les investisseurs ou pas, des indicateurs de moyens et de résultats. Alors que d'autres types de contrats vont avoir, les contrats impact sociaux vont avoir des équilibres peut-être un petit peu différents dans certains cas, notamment pour certains, pas tous, mais un peu plus orientés sur les obligations de moyens. Ici, on a quelque chose d'un poil plus équilibré, même si vous le voyez, il y a quand même encore beaucoup d'indicateurs de moyens. Et évidemment, la particularité des contrats impact environnemental, c'est que la nature, le type d'impact va, dans beaucoup de cas, être principalement environnemental. On a quelques cas avec, vous le voyez, des contrats impact environnemental qui ont quelques indicateurs de nature sociale. Hein, vous le voyez pour Envie Autonomie et pour le Andes, vous avez un indicateur de nature sociale. Mais ça ne peut pas, même légalement, être la majorité. Sinon, il y a des problèmes même juridiques avec le régime des aides de la Commission européenne. Donc, on a une nature d'impact qui est un petit peu différente. Et le dernier élément à vous partager avant de trop déborder, c'est de regarder la sophistication dans laquelle on peut aller en considérant ces indicateurs. On a traditionnellement dans les social impact bonds une logique plus marquée ou dans certains cas marquée sur les coûts évités. C'est-à-dire qu'on va regarder combien permet d'éviter en dépenses à la société la réinsertion d'une personne demandeuse d'emploi, par exemple. Ça, on le calcule, on sait éventuellement le calculer, etc. Et sur tout un tas d'enjeux sociaux. Ce qu'on a remarqué en travaillant sur les contrats impact environnemental, en aidant l'ADEME sur ces sujets et les porteurs de projets, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes évités qui n'ont pas nécessairement d'impact sur les comptes publics. Par exemple, techniquement, aujourd'hui, le fait de ne pas émettre ou d'émettre des gaz à effet de serre, ça ne rentre pas en comptabilité publique. Le fait d'abaisser les émissions de gaz à effet de serre, ça n'abaisse pas les dépenses pour l'État français ou pour la collectivité dans laquelle vous êtes situé. Et donc, on a proposé, en tant que partenaire de l'ADEME sur ces contrats, d'aller un cran plus loin et donc de venir monétiser les externalités négatives évitées. Et donc de pricer quand c'était possible, ça n'allait pas toujours. Et donc les cas qui ne sont, enfin les indicateurs qui ne sont pas colorés ici dans le tableau de gauche, on n'a pas de prix derrière ces indicateurs, entre guillemets. En tout cas, on n'a pas d'externalité négative ou de coûts évités qui sont chiffrés. Mais ce qu'on a pu regarder, c'est ce coût pour la société ou pour l'environnement, ce coût évité, cette externalité négative évitée pour la société ou pour l'environnement, d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, du gaspillage d'eau potable, de tonnes de matériaux collectés, etc. Et donc, vous le voyez ici, sont colorés en vert les indicateurs qui sont sur des logiques d'externalité négative évitée, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'impact pour la comptabilité publique, pour les dépenses publiques, mais que nous, avec l'ADEME, on a décidé de chiffrer et de mettre dans le modèle financier pour voir la soutenabilité ou la rentabilité ou la pertinence financière des contrats. Et en jaune sont ceux qui sont des coûts évités, donc là au sens de la comptabilité publique, qui permettent de réduire éventuellement les dépenses pour la collectivité centrale ou régionale, peu importe. Et vous voyez, il y en a même deux qui ont un double effet. Hein. Quand on parle de tonnes de matériaux d'envoyer en filière de recyclage ou de mètres cubes d'eau potable économisée, ça a un double effet, à la fois comptabilité publique et on sait chiffrer d'un point de vue environnemental la préservation de cette ressource. Voilà, j'ai un petit peu dépassé. Je garde cette slide pour les questions-réponses. C'est un peu speedy, désolé, mais j'espère que c'est fut à peu près intelligible néanmoins. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet éclairage très, très utile pour entrer dans notre sujet. Hein. L'exercice n'est pas simple hein, de résumer tout ça en un gros quart d'heure, mais merci beaucoup d'avoir pris voilà, le temps de détailler les contrats impact et les nouvelles évolutions. Très intéressant aussi hein, de partager ça
avec nos participants. On va prendre quelques minutes seulement si vous avez éventuellement des questions de clarification justement sur la présentation de Benjamin. Ensuite, on aura beaucoup plus de temps de débat et de questions pour à la fois Benjamin et Marion. Donc voilà, juste avant de passer à la présentation de Marion qui va rentrer un peu plus dans le détail avec des exemples concrets de contrats impact environnemental, est-ce que il y a des questions? Alors vous pouvez lever la main dans le chat ou simplement les poser par écrit et on essaiera avec Benjamin en tout cas d'y répondre. J'ajoute hein, que les supports de présentation de nos deux intervenants seront à votre disposition, tout comme le replay. Donc voilà, s'il y a des choses qui sont passées un peu vite, n'hésitez pas. Je vous rassure, vous aurez aussi le support et les références qui sont indiquées. Alors, je vais quand même me tourner vers vous tous si vous avez des questions pour Benjamin de clarification. On peut prendre 5 minutes pour ça. Euh, et si on n'a pas, aucun problème, on va passer ensuite à la présentation de Marion. Euh, je ne vois pas de main qui se lève dans, dans mon radar. Donc, ce que je vous propose de faire, alors, une question de Bernard dans le chat. Avez-vous des informations sur la nature des éventuels prochains appels à manifestation d'intérêt? Des infos d'insider, peut-être. Benjamin, je ne sais pas si tu veux prendre la question. Rien qu'on puisse dévoiler, même si je ne vais pas laisser de mystère, on n'est pas évidemment dans le secret des dieux, et ça, c'est des informations qui sont... je ne pense même pas que ce soit décidé, déjà. Mais en tout cas, cet exemple des AMI sectorialisés, quand on a vu la dynamique que ça a généré sur les communautés particulières qui ont été mobilisées, donc sur l'emploi, sur l'économie circulaire, etc., il a plutôt bonne qualité des projets qui ont été soumis. On sait que ça a intéressé, enfin que, voilà, que ça marque et que ça intéresse aussi à l'étranger, hein. J'ai eu plusieurs sollicitations pour détailler un peu ce qui s'est passé en France. Donc il est probable que ce soit voilà, un mode d'action qui soit poursuivi à l'avenir. Probable, c'est pas sûr, probable, mais en tout cas sur quelle thématique, ça c'est pas encore, c'est pas encore acté à ma connaissance. Donc on n'est pas à ce niveau-là dans le secret des dieux. Merci. Merci, Benjamin, pour la précision. Il y a une autre question de Sophie dans le chat qui pourrait nous emmener très loin, mais c'est une question très intéressante, je pense, sur la définition justement de ces indicateurs de performance environnementale. Comment ça se passe Ouais. dans un contrat impact environnemental? Qui définit ces critères? Et finalement, comment est-ce qu'on se met d'accord sur les bons indicateurs dans un contexte, comme tu l'as dit, où il y a des choses qui n'ont pas d'incidence sur la comptabilité nationale ou sur le PIB, hein, qui n'est peut-être pas d'ailleurs un indicateur, enfin, de performance Je discuter. générale intéressant. Mais voilà, quelle est ton expérience sur qui définit les critères, justement, ou les indicateurs? Alors, moi, je peux vous parler vraiment des cas qu'on connaît très très bien, donc ceux sur l'économie circulaire ADEME, sur l'environnemental, mais Marion pourra certainement compléter. Nous, dans ces cas-là, en fait, il y a une proposition qui est faite de base par les porteurs de projets. Mais après, c'est une proposition, même si les acteurs sont lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt, etc., ça ne veut pas dire que l'ADEME ou quiconque achète tel quel. C'est une marque d'intérêt pour ensuite débuter une discussion de fond. Et après, ben, on rentre en discussion, enfin, en tout cas, rentre en discussion ces critères. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, une proposition avec 6 critères, le ministère ou l'agence, enfin bref, la contrepartie publique va émettre un avis, va trouver que c'est plus ou moins pertinent, va demander d'en challenger certains ou d'en remplacer par d'autres. Donc voilà, vous rentrez dans une phase de discussion. Mais voilà, la proposition numéro 1, elle est faite par le porteur de projet, et après, ça rentre en ping-pong entre le porteur et les pouvoirs publics, avec au milieu les contracteurs qui aident le porteur de projet à travailler là-dessus. Et d'expérience, sans vous donner nom, mais pour avoir travaillé en proximité avec l'ADEME et les porteurs de projets là-dessus sur les projets économie circulaire, dans certains cas, ce jeu de ping-pong, il a été très rapide, enfin très rapide, assez rapide de 2-3 mois, donc 3-4 échanges, voilà, tous les 15 jours, on se renvoyait une nouvelle proposition chiffrée, testée, avec des propositions de comment on mesure, etc. Donc ça, c'est quand ça se passe idéalement bien. Et il y a des cas où ça a été extrêmement long, genre 1 an et demi, parce que le porteur de projet, en tout cas dans les cas que je connais, dans d'autres cas, je sais que la responsabilité peut être plus portée par le pouvoir public, mais
Dans les cas qu'on connaît, voilà, il y avait des porteurs de projets qui n'étaient pas équipés, pas staffés, pas capables, pas, euh, pas encore assez compétents ou maîtrisant pas encore très très bien leur sujet, donc assez peu capables de répondre en finesse aux propositions ou trouvant pas de solution à apporter dans certains cas. Donc voilà, voilà, ça peut être un peu long dans certains cas, mais ça dépend notamment de la maturité du porteur de projet sur ces sujets-là, quoi. Et sur la conscience de son impact, en fait, hein. C'est Hmm. sa maturité sur sa propre réalisation de son impact. Et peut-être juste en complément, Benjamin, les investisseurs finalement ne participent pas vraiment à cet échange, ils sont plutôt en retrait dans ces discussions-là, ou ça Alors, dépend. souvent, ils arrivent dans un deuxième temps. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un accord entre la puissance publique et le contracteur, enfin le porteur de projet, Oui, on est d'accord sur le montant, le type de montage. Là commence généralement, il y a tout le temps des exceptions, mais commence le processus de levée de fonds, qui a pu commencer parfois un peu plus tôt, mais commence le processus de levée de fonds. Et là, normalement, les investisseurs sont un peu dans une logique take it or leave it, quoi. Donc, ils aiment ou pas, après on peut rediscuter à la marge, mais normalement, la d'accord. structure des indicateurs ne change pas. Et de mémoire, euh, Marion pourra peut-être me contredire, mais sur les contrats impact ADEME, je crois qu'on n'a jamais remis en cause la nature des indicateurs. Peut-être leur niveau, peut-être, dans un ou deux cas que j'ai en tête, mais pas la nature et la diversité des indicateurs. Voilà. Ouais, très utile. Merci Benjamin pour ces précisions. Euh, on a, euh, on a encore une question. Je pense qu'on va la garder, Romaric, peut-être pour après, puisque je vois que le temps passe. Mais merci beaucoup. On la garde, votre question sur la question du G de ESG, gouvernance. On va la prendre juste après. Je vais peut-être, avant de donner la parole à Marion de la Patelière, vous proposer notre deuxième sondage. Alors, c'est un sondage qui est plutôt un quiz. Alors, ce qui est amusant, c'est que Benjamin a évoqué le sujet. Donc, voilà, c'est C'est presque facile. une façon de voir si vous avez suivi. On va juste vous poser une petite question. Donc, on a parlé de l'ADEME, donc, vous connaissez tous donc, l'agence en charge des questions d'environnement en France. Quel était le thème du contrat à impact, en tout cas de la manifestation, l'appel à manifestation d'intérêt porté par l'ADEME et lancé par le gouvernement en septembre 2020, qui a maintenant 3 ans. Benjamin en a parlé. On va partager les résultats avec vous dans un instant. Il y a plusieurs sujets. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la première initiative gouvernementale sur les contrats à impact environnemental et qu'on voit un thème qui a été fédérateur en tout cas. Voilà, on va partager les résultats. Vous avez effectivement bien retenu les propos de Benjamin. On peut partager les résultats si vous voulez. C'est effectivement. Attendez, on va partager les résultats avec vous normalement. Voilà, vous devez les avoir. C'est effectivement l'économie circulaire qui a été le thème euh, qui a fait en fait consensus ou qui a été utilisé euh, pour ce premier appel à manifestation d'intérêt pour les contrats impact environnemental. Et on verra justement s'il y a des prochaines AMI, s'il y a d'autres thèmes qui émergent, peut-être parmi ceux qu'on a mis ici voilà, pour votre inspiration. Euh, Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Marion de la Patelière, donc de SB Factory et Citizen 6, CIS. Marion, merci beaucoup. Je crois que là aussi, vous avez un support à partager. Et puis, on va écouter avec beaucoup d'attention votre contribution à cette conversation. Alors, voilà, slide s'afficher. Il faut juste rallumer votre micro, Marion, et tout sera bon. Alors, est-ce que vous me voyez? Je vois qu'il y a ce sondage qui reste par là. Vous me voyez et vous voyez la présentation? Et on entend très bien, c'est Oui, parfait. très bien. Alors, est-ce qu'il y a un écran sondage qui s'affiche Non, toujours? non, non, on a pu l'enlever. C'est plus D'accord. simplement le quitter. En tout cas, ça affiche très bien vos slides. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Arthur. Merci à toute l'équipe de la chaire. Effectivement, c'est très chouette de pouvoir faire un petit point d'étape et vous partager tout ce qui se passe, je dirais presque en direct, parce que voilà, juste après échanger avec vous, on va passer en comité d'investissement un prochain projet, un projet de contrat impact. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Je rebondis
Juste pour dire que sur la suite, nous, on espère que tous les contrats qui ont été là, dont Benjamin a parlé et qui sont en cours, vont être signés en fait d'ici la fin d'année. Et moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai quand même envie de croire très très fort qu'en fait, en 2024, il va y avoir des belles nouveautés. Donc voilà, c'était pour rebondir avec Benjamin. Je suis donc cofondatrice de SB Factory, un cabinet de conseil en innovation sociale que j'ai créé donc avec Pauline Euzet et co-créatrice également du Fonds B et de Citizen 6, comme Citizen 6 CIS, contre impact social, fonds d'investissement, premier fonds d'investissement spécifique sur les sujets des contrats impact que nous avons créé avec Citizen Capital, la société de gestion créée il y a maintenant 15 ans, la première sur les sujets de l'impact. Notre place a été, pendant ces 12 dernières années, d'accompagner des porteurs de projets, d'accompagner des grandes entreprises, donc des associations, dans la réflexion de leur modèle à impact, que ce soit environnemental ou social, et dans tous les champs d'activité possibles, où ça allait de l'éducation, enfin ça va de l'éducation au logement, en passant par l'emploi, ou encore les sujets liés au recyclage, au bien vieillir. Enfin voilà, il y a énormément de thématiques qu'on a abordées avec toujours cette idée qu'il y avait certainement un pont à faire entre une demande, nous, qu'on voyait croissante chez nos clients, financeurs, investisseurs, family office, fondations, qui réfléchissaient à accroître leur exigence dans le domaine de l'impact. On voit que dans l'impact aujourd'hui, alors c'est pas comme il y a 15 ans, mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et dans ce grand supermarché, on voit cette exigence grandir et ces différents acteurs nous demander ce qui peut être fait pour accroître et pour répondre à cette demande, parfois des nouvelles générations dans les family office, des acteurs qui nous disent voilà, mes enfants veulent aller plus loin en termes d'impact, la philanthropie que je fais ne suffit pas. Et de l'autre côté, des projets qui se professionnalisent et qui commencent à être outillés en termes d'impact et qui sont habitués à aller un petit peu plus loin en termes de mesures d'impact, en termes d'exigence et même de gouvernance. Et donc, nous avons investi le champ des contrats impact très tôt. Benjamin parlait de notre rencontre il y a maintenant, ça commence à dater, sur le sujet des contrats. Mais on a vraiment perçu, on a creusé, nous, fait de la recherche vraiment donc, sur nos fonds propres. On a commencé à creuser, savoir comment les parties prenantes françaises pouvaient s'approprier cet outil. Et puis, petit à petit, en fait, on a accompagné pas mal d'acteurs dans cette réflexion, dans les différents appels à manifestation d'intérêt. Avec toujours mu par cette idée que le contrat impact permet un potentiel assez génial en fait de faire se rassembler des acteurs qui adressent des problématiques similaires mais avec des outils différents. Et en fait, si on crée ces espaces de dialogue qui permettent de démultiplier l'impact, en fait, on serait dans une vraie synergie, on irait beaucoup plus loin. Donc, ce qui nous intéresse, Pauline et moi, c'est surtout d'aller faire évoluer les lignes des politiques publiques. En fait, on aime bien dire de rassembler les bonnes fées autour du berceau. Alors, le contrat impact, comment il fonctionne? Il fonctionne avec, Benjamin l'a présenté, donc je ne vais pas revenir sur la mécanique en elle-même, mais c'est un outil complexe qui, pour nous, au cœur de cet édifice, il ne faut pas l'oublier, c'est un porteur de projet, c'est une stratégie, une vision. On ne rentre pas dans un contrat impact comme on va lever une subvention, comme on va chercher une subvention. Ce n'est pas du tout la même approche, pas du tout la même dynamique. Toutes les associations ou les entreprises, parce qu'il n'y a pas de restrictions sur le plan juridique, tous les acteurs qui portent des projets impact n'ont pas vocation à utiliser le contrat. Certains font des choses extraordinaires, mais Benjamin l'a dit, effectivement, creuser et aller chercher l'impact, les indicateurs, ça amène à des réflexions extrêmement profondes et qui demandent un niveau de maturité des organisations qui les portent. Donc ça, c'est un point très important à avoir en tête. Je rajouterais que c'est un outil, bon, je pense que la majorité d'entre vous le savent, c'est un outil complexe. Et cet outil complexe qui rassemble toutes ces parties prenantes, investisseurs privés, évaluateurs, structureurs, État, administration, demande à ce qu'il y ait une vraie... il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est quand même l'association. Il y a effectivement le payeur qui va donner le sens, l'orientation,
quelle est la problématique sociale à laquelle ou environnementale à laquelle moi, en tant qu'État ou en tant qu'administration, je n'arrive pas à répondre, pas totalement ou mal, et j'ai besoin d'avoir cette réponse. Néanmoins, pour nous, il est important d'avoir en tête que voilà, ça doit être dans le cœur de la stratégie de l'organisation qui porte le projet. Voilà, c'est un outil complexe. Je crois avoir vu qu'il y avait Thomas Boisetti de Médecins du Monde dans l'audience. C'est pas à lui que j'apprendrai que les contrats ont pu prendre énormément de temps à se mettre en place. Aujourd'hui, on essaie de faire plus court, bien sûr, parce qu'il y a besoin d'aller beaucoup plus vite pour mettre en place ces projets, parce qu'effectivement, on va délivrer une action derrière. Enfin, les porteurs de projets délivrent une action. Néanmoins, voilà, c'est très clair que le porteur de projet, pour nous, c'est lui qui définit les indicateurs. C'est lui qui doit être en capacité de le challenger et de tenir tête potentiellement à des investisseurs qui pourraient être intéressés par l'idée d'abaisser certains niveaux de risque parce que comme ça, on saute un petit peu mieux la barrière pour atteindre le TRI escompté. Donc, nous, on a une approche très, très différente du côté de Citizen 6, j'en parlerai tout à l'heure. Et on croit vraiment à l'idée que donc, dans cet édifice que je montre là, le schéma que vous voyez, il y a un structureur et on croit au fait qu'il est très important que le structureur soit indépendant des investisseurs, qu'il n'est pas la même, que ce ne soit pas la même organisation. Pourquoi? Parce que si on vous aide à structurer, on doit pouvoir avoir un regard et un discours très indépendant vis-à-vis des investisseurs. C'est pas, le marché français ne se structure pas exactement comme ça, mais nous, on a créé notre fonds d'investissement indépendant avec cette idée de collaborer avec les structureurs du marché pour pouvoir voilà, permettre à chacun d'apporter son regard. Mais évidemment, vous le voyez, dans un contrat impact, vous avez des dynamiques qui vont l'une vers plus d'ambition, plus des critères et des indicateurs, des outcomes plus élevés, et pour d'autres, un risque, un TRI forcément qu'on pourrait imaginer élevé et donc plus facile à atteindre. Le marché, Benjamin en a parlé, au niveau mondial, on est à peu près au niveau du demi-milliard de dollars investis. En France, on est globalement autour de 80 millions d'euros. Donc voilà, ça vous donne quand même une échelle. On a eu 10 contrats dans la première vague qui touchaient à des thématiques très différentes, hein, donc de l'aide qui allait de l'emploi, de l'insertion, de la formation. Et après, l'aide au développement est venu un petit peu après, il est plus récent. En tout cas, ce sont des contrats qui ont été évidemment sur lesquels tout le monde a investi énormément, mais qui ont permis de faire progresser l'ensemble du secteur. En termes de connaissances, évidemment, et en termes de contractualisation. Sur la vague de 2020-2023, celle dont Benjamin a plus parlé, on est sur une approche voilà, assez ouverte, puisqu'on a mobilisé le ministère de l'économie, la DGEFP, avec des projets. Globalement, vous voyez des montants beaucoup plus importants que sur la première vague, puisqu'on est en moyenne sur 3,5, 4 millions d'euros maximum. Enfin, il y a quelques contrats à 5 millions, mais globalement, on est autour de 3,5, 4 millions d'euros sur les contrats impact, et tous ont une durée entre 3 et 5 ans. Et ces projets-là ont été mis en place avec donc des financeurs qui sont majoritairement les acteurs du marché français sont globalement Fonds européen d'investissement qui investit chez aux côtés de BNP Paribas, la Caisse des dépôts, BNP Paribas et notre fonds d'investissement Citizen 6. Pourquoi on a créé Citizen 6? Je vais faire un petit pas de recul. Créer un fonds d'investissement, un énième dans l'impact, pour nous, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de répondre à un besoin. On a toujours fonctionné en regardant quel était le besoin dans la raquette. Le besoin et le trou dans la raquette. Et ce trou, il était au niveau de l'investissement, parce que les investisseurs dont je vous ai parlé précédemment n'allaient pas financer 100% du budget opérationnel des contrats. Et si l'État avait décidé d'aller à 100% du montant payeur final, ce qu'il n'avait pas fait sur la première vague, là, il y allait, mais il y allait avec cette idée que des investisseurs allaient pouvoir financer les tours de table. Parce qu'une fois que vous avez, en tant que porteur de projet, structuré, identifié les objectifs, que vous savez où vous voulez aller, que vous menez le cap, il faut pouvoir faire un tour de table, mais faire un tour de table, ça veut dire qu'il faut des investisseurs. Et aujourd'hui, les acteurs bancaires ne sont pas structurés directement pour pouvoir investir dans les contrats impact. On n'est pas encore au niveau de maturité du marché qui permet d'avoir une classe d'actifs. Le contrat impact n'est pas encore un outil d'investissement classique. Donc, on a créé Citizen 6 avec Citizen Capital. Donc, c'est un fonds doté de 14 millions d'euros
qui nous a permis de rassembler autour de la table le Fonds européen d'investissement, qui est venu, lui, sur le marché français avec cette idée de structurer, d'aider à structurer le marché des contrats impact en France, comme il l'a fait en Europe. La banque SG, la Société Générale, est venue également à notre tour de table avec l'idée d'apprendre et de regarder, de monter en compétence sur le marché français des contrats impact. Nous avons 3 fondations, la fondation Nexity, la fondation Sycomore et Indo-Suez sous l'égide de la Fondation de France qui sont souscripteurs de notre fonds. Et ces fondations viennent avec l'ambition d'apprendre aussi à nos côtés sur ces sujets d'exigence et d'ambition, parce que je le répète, mais pour nous, les contrats impact sont vraiment des outils extrêmement exigeants. Et ils viennent rajouter une corde à leur arc de fondations, de philanthropes. On n'est pas là pour dire, alors la philanthropie, c'est une chose, mais en fait, ce serait mieux de faire des contrats impact. On dit, les deux sont complètement complémentaires. Et c'est dans cette approche-là que les fondations ont souscrit à notre fonds, autour de table. Et nous avons des entrepreneurs, des personnes privées qui sont venus financer notre fonds avec l'idée également de monter en compétence sur le sujet de l'investissement, avec leur regard d'entrepreneur. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins et c'est ça qui nous intéresse particulièrement euh, au sein de Citizen 6. Donc, je l'ai dit, un fonds de 14 millions d'euros pour financer une dizaine de projets. On va uniquement passer en comité d'investissement des projets qui sont des projets qui ont été validés par l'État et qui ont été labellisés. Hein. C'est le premier critère. On est structuré sous forme de fonds professionnels spécialisés et on est multithématique. On a une période d'investissement de 7 ans, une durée de vie de 7 ans, une période d'investissement de 2 ans. Et notre enjeu à nous, Citizen 6, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on a mobilisé tous ces acteurs, eh bien, on y va. Pourquoi? Pour faire évoluer les lignes des politiques publiques, pour faire en sorte que ces projets puissent être pérennisés. On nous pose souvent la question de savoir si, une fois que vous avez signé votre convention cadre, votre convention de subvention, que vous avez tout validé, est-ce que l'État va s'engager une fois que vous aurez fait vos 50 programmes? Alors, on ne peut pas vous dire que l'État va signer ça parce que l'État ne le signe pas. Néanmoins, une fois que vous avez mis en marche toute cette dynamique de parties prenantes extrêmement riches, que vous avez créé ces espaces de dialogue absolument uniques, on ne peut pas imaginer que les choses puissent se faire autrement que de tirer parti de ce qui s'est fait en termes d'expérience, de cette mesure d'efficience sociale et environnementale pour pérenniser l'action d'une manière ou d'une autre. Je ferai un petit zoom sur 2 projets. Le premier, c'est le projet, donc 2 projets qui sont vraiment dans le cœur de l'enjeu de la transition écologique. Un premier cas d'école, donc un projet porté par l'association La Belle Vie, dont l'objectif est de permettre d'aider la transition écologique dans les crèches. En France, il faut savoir que sur 12 000 crèches publiques, privées, entreprises, vous avez seulement 1% d'entre elles qui ont entamé une démarche de transition écologique et qui se préoccupent des enjeux du développement durable. C'est un chiffre qui pose question quand même, surtout quand tous les jours, on va déposer ses enfants à la crèche. Au-delà de ça, cette association a décidé de permettre, à travers ce projet pilote, un accompagnement pour aider les crèches à entrer dans la transition. C'est un projet qui coûte 2,6 millions sur le plan opérationnel et qui permet d'engager à 1800 crèches, donc sur une durée de 5 ans, qui va effectivement suivre des indicateurs, je dirais, assez basiques de baisse de la consommation d'eau et de baisse de la consommation d'électricité, mais pas seulement. Et ce qui nous a plu en comité d'investissement chez Citizen, c'était que ce contrat avait la capacité d'aller bien au-delà. Et c'est là que le contrat impact, pour nous, est un outil très intéressant parce qu'il vient financer finalement des enjeux qui sont peu ou mal financés. Aujourd'hui, quand le rapport de l'IGAS pointe tout ce qui se passe sur le plan absolument catastrophique dans le domaine des crèches et de la petite enfance, on peut imaginer s'interroger sur le bien-être des professionnels de santé, des premiers professionnels de la petite enfance qui sont dans ces crèches. Et ce type de contrat s'y intéresse parce qu'au-delà de ces indicateurs environnementaux, il a placé en son cœur les sujets liés au bien-être des professionnels, au bien-être des enfants et à l'absentéisme. Et il va regarder ces indicateurs-là.
et on va les suivre. Donc, c'est un outil vraiment intéressant pour mettre en mouvement cette dynamique de transition écologique avec, avec des partenaires. Hein. Aujourd'hui, le tour de table sur la belle vie, on est trois principaux financeurs, hein, BNP, Inco et Citizen, et on a déjà des retours assez extraordinaires parce que cette association est juste une association, un porteur de projet exceptionnel. Euh, je ferai un deuxième zoom. Je quitte la petite enfance et je me déplace à l'école. On est avec la fédération Léo Lagrange, donc une association qui œuvre dans le domaine de l'éducation populaire. Donc, on est complètement dans les sujets clés qui sont ceux de la préoccupation liée au changement climatique. Et ce programme financé, un programme également de 2,8 millions sur le plan opérationnel, c'est un programme qui va être d'éducation à l'environnement, qui a lieu dans les écoles cette fois-ci. Et cet accompagnement qui va être amené par l'association dans les écoles se fait via une plateforme, hein, qui s'appelle Carbone Scolaire, et qui va favoriser en fait la prise de conscience chez les enfants de tous les enjeux à travers des jeux, de tous les défis qu'ils vont avoir finalement auxquels nous allons tous faire face et nous faisons tous face, qui sont ceux du changement climatique au sens large, mais de la consommation, de l'énergie, du recyclage des déchets. Et ils vont, à travers ces jeux que les enfants vont faire sur une plateforme, permettre un impact assez considérable. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure au niveau des crèches, mais la transition écologique, vous imaginez que si quand vous allez chercher votre enfant, vous apprenez qu'en fait, voilà, il a utilisé des jeux beaucoup plus durables, qu'il a mangé plus sainement, qu'il y a un petit potager qui a été installé dans la crèche, etc. Ce sont des pratiques qui vont se diffuser en fait dans les familles. Et dans ce contrat porté par l'association Léo Lagrange, le programme Carbone Scolaire, idem, vous allez former les enfants et ils vont emmener les bonnes pratiques dans les familles. Donc, on a vraiment un effet levier dont l'objectif est de toucher à peu près 25 000 jeunes foyers et pour permettre environ 15 000 tonnes de gaz à effet de serre, de consommation de gaz à effet de serre, donc d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, souvent, les enfants entendent ce qui se passe sur le plan du développement durable, de la crise environnementale dans laquelle nous sommes, et ils ne sont pas outillés. Et le contrat impact de Léo Lagrange vient permettre d'outiller les enfants, de leur apprendre que finalement, quand on parle de baisse de la consommation d'eau, oui, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais peut-être que baisser le chauffage à la maison, en fait, c'est possible. Et c'est quand on s'y met, souvent, les changements viennent aussi des enfants, et que c'est possible de baisser de 2 degrés à la maison, et on va permettre de valider nos défis sur la plateforme Carbone Scolaire. Et évidemment, on entraîne des changements de mindset assez profonds. Ça peut également être sur des sujets de recyclage des déchets électroniques, durée de vie des appareils, mais aussi, et ça les enfants ne le savent pas forcément, et parfois les parents n'ont pas l'habitude de le faire, j'ai besoin d'un nouveau t-shirt, mes chaussures sont trop petites, mais en fait, si on allait se tourner vers des objets de seconde main et des vêtements de seconde main. Voilà, donc tout un tas de choses qui sont faites, et pour nous, je fais un pas de recul. Le contrat impact environnemental et social, hein, d'ailleurs, en fait, pour nous, les deux là se rejoignent et je ne ferai pas de distinction sur la capacité à aller plus loin du côté environnemental que social. Hein. Les contrats impact ont cette capacité de mobiliser des acteurs et d'aller à un endroit finalement qui mettrait extrêmement longtemps à être financé, pour lesquels il serait très pénible pour l'association d'aller sans cesse lever des fonds. Et le contrat impact permet de donner des moyens sur des sujets clés comme cela. Clairement, sur les sujets de l'éducation dont je viens de parler, hein, pour nous, il est évident que le contrat impact a une place parce que la pédagogie, on est à la croisée des chemins entre l'environnemental et le social, et la pédagogie est absolument clé pour avoir un impact. Il y aurait évidemment un potentiel très très fort en parlant contrat impact sur les sujets de préservation du vivant. Aujourd'hui, on n'y est pas. On ne l'a pas vu sur le marché. Le marché français n'est pas structuré de cette façon-là. Il y a des initiatives qui ont été faites en Afrique sur des enjeux très préservation de la biodiversité, des rhinocéros. Enfin, voilà. Mais en France, on n'en est pas là, mais on pourrait tout à fait aller à cet endroit.
Je terminerai mon propos en disant que les contrats impact, pour moi, environnemental et social, hein, et je pense que tout le monde chez Citizen 6 partage ce point de vue, ont la capacité, et avec mon associé, vraiment, on l'a vu de façon assez claire dans les projets, ils ont cette capacité à rassembler des parties prenantes, à créer des espaces de dialogue à travers des méthodologies assez uniques qui permettent de lever des barrières. Et c'est assez phénoménal en fait. On l'a vu pendant la crise Covid. Voilà, toutes les parties prenantes se sont rassemblées et on a continué d'avancer sur un sujet de décrochage scolaire en zone rurale alors que tout était fermé partout. Il n'y avait plus d'ateliers, plus de formation, plus rien. Et ben, on a continué à accompagner d'une autre manière. Tous les acteurs associatifs se sont réinventés. Et ça, le contrat impact permet de le faire parce qu'on a autour de la table les agents, les administrations, les payeurs, les ministères. Et ça va quand même beaucoup plus loin. J'aime bien utiliser cette image du module de la fusée de Thomas Pesquet. Voilà, pour nous, le contrat impact, c'est vraiment ce module-là, c'est celui qui va plus loin parce qu'il est extrêmement exigeant et on ose croire qu'il rassemble quand même que des gens qui lui ressemblent. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai débordé, pas du tout débordé le temps, mais Un voilà. petit peu débordé, Marion, mais c'est très bien. On reste dans les temps. Merci beaucoup pour la passion avec laquelle voilà, Il en partagé faut. ta présentation. Et j'étais très intéressé aussi par la dernière partie de cette slide sur les écueils. Je pense que c'est un point dont on pourra discuter justement dans la partie débat qu'on va ouvrir. Comment est-ce que on arrive à concilier le temps long de certains changements liés à des indicateurs environnementaux qui mettent du temps peut-être à se matérialiser versus les attentes peut-être court-termistes ou euh, les attentes de résultats à court terme liées en fait à la durée de ces contrats. On a parlé de 3 à 5 ans en moyenne. On voit que pour certains sujets, on peut avoir déjà des progressions en 3 à 5 ans. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus long. Je pense que c'est un point dont on discutera justement cette temporalité, notamment des sujets environnementaux. Un grand merci, Marion. Je vous propose Merci. qu'on passe justement à la discussion. Donc, on va mettre épingler Benjamin et Marion pour que vous les voyez bien. Et puis, on va pouvoir commencer une session de questions-réponses. Alors, est-ce Tout que... à l'heure, il y avait la question de Romaric, si tu... oui, on peut commencer par celle-là. Très bien, Roger. la question de Romaric sur les initiatives réflexion autour de l'impact gouvernance ou même des indicateurs sur le sujet. Exemple, meilleure relation entre le client et fournisseur dans une filière. Alors je reconnais la touche de Romaric dans cette question. Aujourd'hui, sur les gouvernances, c'est quand même peu adressé. Alors Marion aura peut-être d'autres exemples à partager, mais c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, par cette tradition des indicateurs de paiement au résultat plutôt orientés sur, alors que ce soit moyen ou résultat d'ailleurs, mais qui sont censés d'une manière ou d'une autre avoir une forme de coût évité, ou même comme on le voit ici dans la dimension environnementale, de externalité négative évitée, il n'y a pas une très grosse tradition sur des indicateurs liés au paiement au résultat. Néanmoins, au-delà de ces indicateurs-là de paiement au résultat, il y a toujours, très souvent, des indicateurs complémentaires, des indicateurs de suivi qui permettent de documenter l'amélioration éventuelle d'une situation. Et donc, dans ce chapelet-là d'indicateurs, on peut avoir des indicateurs qui relèvent plus de la gouvernance. Dernier élément pour répondre également à cette question, sur les contrats impacts environnementaux qu'on connaît dans le cadre de l'ADEME, il y en a certains qui ont des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs liés à la gouvernance, mais qui vont être, et vous avez vraiment projet ça, mais qui vont être liés par exemple à la diversité des sources dans le cadre de la collecte de matériaux, par exemple. Là, je vous repartage l'écran 2 secondes. Hop. Normalement, vous voyez la slide, Arthur, tu me dis. Ça va sans doute arriver pour l'instant. On n'a pas tarder, je pense. Ok. Non, toujours pas. Ça y est. C'est bon. Donc voilà, si on reprend par exemple le contrat impact environnemental euh, qui va concerner Articonex, un des indicateurs, par exemple, vous le voyez, c'est la diversité des matériaux collectés.
C'est-à-dire que là, on ne va pas regarder un élément qualitatif sur la gouvernance et la qualité de la relation entre le client, le fournisseur, etc. Mais par contre, afin de considérer que ce contrat doit être une impulsion à une structuration de filière dans la récupération de seconde œuvre du bâtiment, eh bien, c'est souhaitable d'avoir euh, pas une monosource de fournisseurs, je sais pas, je dis n'importe quoi, la démolition de grands bâtiments industriels, voilà, qui pourrait être par ailleurs en plus une cible un peu facile. Non, on pense que c'est plus intéressant, dans le cadre de la structuration ou du lancement de cette filière, d'avoir un chapelet, une certaine diversité d'acteurs qui sont concernés. Même chose pour Toupie Organics sur la récupération et valorisation du l'urine humaine. Vous le voyez, le dernier des indicateurs là en bas, c'est la diversité des ERP, donc établissements recevant du public, où là aussi, on a voulu éviter que pour le lancement de cette filière, ou en tout cas ce projet, mais qui pourrait avoir une vocation de création de filière, il y ait un biais, je sais pas, en faisant que de la récupération d'urine sur les autoroutes, par exemple. On pense que c'est intéressant de faire un effort, euh, non pas à nouveau de gouvernance, mais dans la typologie qui est concernée, d'aller sur de l'école, de la station-service, du parc d'attractions, enfin, je sais pas, vous voyez un peu la diversité des ERP qui peuvent exister. Donc, voilà, donc c'est pas de la gouvernance au sens propre du terme, au sens même entrepreneurial ou juridique qu'on peut entendre. Néanmoins, on n'est pas dans la logique classique environnementale ou sociale. On est sur les éléments constitutifs du what's next et donc des bonnes fondations ou de ce qui semble aux acteurs autour de la table être une des bonnes fondations, une des fondations souhaitables dans l'innovation qui est en train d'être testée. Est-ce que À je peux nouveau, en compléter pensant ou un peu à pas? l'avenir. Est-ce que je peux compléter la question là-dessus, justement? Vas-y, bien Euh, sûr. oui, allez-y, vous êtes, pardon, juste pour vous Alors, présenter. moi, je suis Romaric Servagent-Hilst, je suis professeur à Cage Business School. Et moi, je forme des acheteurs et je m'intéresse en fait aux relations d'innovation inter-entreprises. Et en fait, ce que je vois sur cette partie gouvernance, hein, c'est aussi la bataille qu'on a aujourd'hui au niveau de la Commission européenne, savoir si on va adopter l'ES des normes ISSB ou l'ESG plutôt à l'européenne. Donc la partie gouvernance, pour moi, c'est est-ce que tu as, par exemple, dans une filière, dans le bâtiment, si tu n'es pas monosource, mais multisource, mais que Vinci utilise le fait d'avoir plusieurs fournisseurs pour leur mettre une pression de malade, euh, Ah, tu vois, est-ce que ce côté qualitatif, je paye mes fournisseurs à l'heure, je me comporte correctement avec eux, est-ce que c'est des choses qui sont potentiellement envisageables, au moins dans un premier temps? C'est une question intéressante enfin moi je crois qu'on l'a jamais, elle a jamais été confrontée à enfin sur les cas sur lesquels on a travaillé et qu'on a accompagné. Mais c'est tout à fait possible. Enfin, si demain des pouvoirs publics ou des investisseurs comme Marion avec Citizen CIS enfin, tu as des parties prenantes au contrat qui disent attendez, nous on n'y va que si on est dans une logique extrêmement responsable de gouvernance fournisseur-acheteur. Et donc de mettre des conditions. Alors, je ne sais pas si ça sera des indicateurs, mais peut-être des conditions ou ça peut être des indicateurs sur le suivi. Je ne vois pas ce qui, philosophiquement ou contractuellement, on pourrait l'empêcher, mais je sais pas, peut-être que Marion aura un complément. Oui, en fait, je pense que indirectement, enfin, indirectement, c'est ce sont des choses qu'on regarde en tant qu'investisseur. Euh, Maintenant, est-ce que ça arrive à un moment où ça arriverait en fait en aval de la structuration du contrat? C'est en ça que je rejoins Benjamin sur ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait que les porteurs de projets aillent dès le départ se poser toutes ces questions et qu'ils se mettent dans cette approche. Mais c'est complètement, ce serait complètement cohérent, en fait. En tant qu'investisseur, ce sont des questions que l'on regarde. Ouais. Merci pour la question, question presque de prospective, et on pourrait aussi imaginer que peut-être, hein, là c'est juste moi qui suis la discussion, mais que des acteurs, par exemple du commerce équitable, soient impliqués dans des CIS. Et là, cette question-là, elle est centrale aussi, hein, la question des relations entre les différents intervenants sur la chaîne de valeur. Peut-être une rencontre des mondes aussi entre le commerce équitable et les CIS un jour. Oui, oui, tout à Euh, fait, mais ça pourrait. on va Et prendre ça existe d'autres déjà dans choses. certains pays, hein. Autant c'est pas trop. Enfin, il y a plein d'entreprises ou d'organisations de l'ESS, des ONG ou autres qui sont sur le marché français des CIS, mais
à l'étranger, il y a sur des CIS, sur d'autres sujets, il y a carrément les entreprises du commerce équitable, hein. Hmm. C'est pas étonnant. Merci beaucoup en tout cas, Romaric, pour la question et puis à vous deux pour la réponse. On a encore à peu près voilà, une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main en utilisant voilà, l'icône réaction, ou vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Je vois qu'on a une question qui est revenue deux fois de Mathurin François. Alors, je n'étais pas très sûr de la comprendre. Quel rôle la transition économico-socio-technologique peut-elle jouer dans la transition écologique? Ça, c'est presque un sujet de bac, de philo. Vous voulez préciser votre question à l'oral, si vous êtes toujours là? On peut peut-être vous donner la parole. Euh, Si vous voulez allumer votre micro, parce que je ne sais pas exactement, sauf si Benjamin et Marion, vous êtes inspirés par la question. C'est une question inspirante, oui, mais j'ai besoin de précision parce que Ouais. effectivement, Certains organismes ont déjà répondu à cette question, hein. Ça dépasse très, 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 très largement le cadre des contrats impact. Oui, ça. Et notamment dans les scénarios de l'ADEME, hein, l'importance de la transition ou de l'impact du progrès technique et de l'innovation technologique dans la résolution du problème écologique est largement documenté. Mais voilà, et puis c'est extrêmement multifactoriel parce qu'il y a sur une infinité de mm. problématiques. Donc je pense qu'on ne sera pas capable d'y répondre là en 8 minutes. Si j'enchaîne, peut-être, j'ai moi peut-être une question pour Marion à la suite de ce que Marion a présenté, euh, notamment sur alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a toujours un compromis, un trade-off en anglais, à faire entre l'ambition d'impact d'un projet et, je dirais, les exigences de retour sur investissement ou de risque des personnes, des investisseurs qui sont associés. Est-ce que vous avez toujours ce compromis à faire on va dire, dans la préparation du contrat impact, ou est-ce que sur certains projets, bah, les investisseurs, en fait, euh, par leur nature, acceptent un retour sur investissement beaucoup plus faible et ils sont OK avec ça, même s'il y a un risque aussi important. Enfin, comment est-ce que vous gérez ce potentiel compromis? Est-ce qu'il est permanent? Est-ce qu'il est là dans tous les contrats ou est-ce qu'au contraire, ça dépend? Merci Arthur, c'est une très bonne question. Du côté, enfin chez Citizen 6, on est complètement dans la deuxième, enfin on est dans la deuxième partie de votre question, suggestion. Je m'explique. C'est un fonds d'investissement dans lequel on est dans la préservation du capital. Donc, on n'offre pas de retour suffisamment élevé. Donc, on est vraiment de l'ordre du symbolique. C'est pour ça qu'on préfère dire préservation du capital. Et on ne veut surtout pas que la pression, que le TRI soit un moteur dans la définition des indicateurs. Et on est convaincu que ce n'est pas le rôle du contrat impact. En tout cas, pas comme il est structuré aujourd'hui. Donc, c'est clairement pas une question. Enfin, c'est clairement pas une question. En tout cas, pas une question de choix. Quand on va dans un contrat, on y va en sachant pertinemment que si on affiche des TRI trop élevés, peut-être qu'en fait, on pouvait accompagner plus de personnes et que le TRI aurait pu être un petit peu moins élevé. Voilà, donc on est très, très, très vigilant, et je parlais tout à l'heure de cette place du structureur, on est très vigilant à l'équilibre des forces en présence, dont découle notamment ce modèle économique. Et pour nous, il est très clair que si le porteur de projet est aligné avec ses valeurs et là où il veut aller et à la hauteur à laquelle il est prêt à sauter les barrières, eh ben, notre rôle n'est certainement pas de lui dire, tu sais, en fait, si tu penses que tu peux sauter 1,50 m, peut-être que si tu sautes à 1 m, ça suffit, et puis on peut augmenter notre TRI, c'est plus raisonnable. Voilà, on a vraiment, on essaie de ne pas être dans cette approche de ne pas tirailler. Maintenant, on sait qu'il y a énormément de fonds d'investissement qui vont être intéressés par les contrats et qui vont rentrer dans cette approche. Et c'est une discussion qu'on continuera à avoir pour ne pas biaiser le marché des contrats impact et ne pas, pas tomber non plus dans une surfinanciarisation de l'intérêt général. Et je crois que Benjamin a des choses à ajouter là-dessus. Je pense que c'est vraiment intéressant peut-être de séparer les investisseurs en plusieurs catégories, entre ceux qui vont plutôt être impact first, comme on dit, prioritaire à l'impact, quitte à avoir, comme suggérait Marion pour le cas de Citizen 6, simplement un retour du capital sans intérêt, sans recherche d'intérêt.
et des investisseurs peut-être plus mainstream qui vont venir sur ce sujet et qui, eux, vont avoir des exigences de rendement financier importants. Comment, Benjamin, tu vois Ah, les choses de justement, ton côté? là, c'est sur ce genre de sujet, je pense que le recul de la recherche est intéressant, puisque nous, on regarde notamment ce sujet-là on commence à regarder ce sujet-là avec ma doctorante Maya, où on tente, ce qui n'est pas évident, de documenter les niveaux de rentabilité des contrats impact qui ont été achieved, donc dont l'ensemble de la période est terminé, qui ont rendu ou pas l'argent aux investisseurs, etc. Au niveau international, donc en quittant le petit bassin français. Euh, Contrairement à ce qu'on peut imaginer parfois, en fait, les contrats d'impact, c'est quand même plutôt rentable. Alors, il y a des écarts types qui sont gigantesques, mais sur le niveau de taux de retour sur investissement finalisé, donc finalement délivré une fois que les sujets de garantie, de niveau d'objectif, etc., dans l'ensemble, il est plutôt élevé pour ceux qu'on a réussi à documenter pour le moment, mais on est en train de le faire. Et les infos sont assez éparses, assez peu consolidé, pas toujours comparable, donc c'est encore un travail en cours. Mais de ce qu'on a commencé à voir, c'est que c'est des niveaux de rentabilité plutôt bons, quoi, voire même assez élevés. Après, sur la posture morale de est-ce que c'est bien ou pas bien, je ne suis pas sûr d'avoir envie de rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, il y a une variété assez élevée de niveaux de rentabilité réellement réalisés. Là où la tradition française est plutôt sur, effectivement, comme l'évoquait Marion, une forme de modération, mais qui pose d'autres problèmes, hein. Typiquement, on voit que dans les marchés plus anglo-saxons, c'est du high risk, high reward, donc on a des projets beaucoup plus risqués, ou dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, des probabilités d'échec qui sont assez élevées, ou une absence de garantie, ou du non-remboursement du capital, enfin voilà, un niveau de risque est plus élevé, mais par contre, des taux de rentabilité potentiels annuels nets qui sont. Enfin, il y a des cas, notamment en Australie ou au Canada, de cibles qui peuvent théoriquement, il y a rarement atteint, mais qui peuvent atteindre les 10-15% de rentabilité nette annuelle. Donc c'est gigantesque, enfin, c'est très très considérable. Et donc évidemment, c'est extrêmement composite. Et ce que tu disais, Arthur, pour conclure mon propos là-dessus, c'est que effectivement, dans le travail qu'on commence à faire, et la classification des 300 investisseurs dans le monde qui sont sur des cibles dans différents pays dans le monde, justement, ça fait partie des choses qu'on va regarder. C'est est-ce que le niveau de rentabilité des contrats, alors déjà réalisé, donc l'expérience de réalisation de rentabilité, mais aussi expected, donc les niveaux de rentabilité espérés des contrats signés ou assignés sont des drivers importants pour les investisseurs, et évidemment dans quelle mesure leur nature, impact first ou profit first, ou les in the between, va jouer et à quel point. Donc ça, c'est des éléments assez essentiels qui sont encore voilà, mal connus au niveau global et voilà, au-delà d'expériences individuelles comme celle que peut connaître Marion et qui a toute sa valeur, mais d'un point de vue plus marché global international, on ne sait pas encore tout, quoi. Très bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions. On est en train voilà, d'arriver toucher à la fin de notre séminaire. J'ai peut-être juste une dernière question rapide à vous poser à tous les deux sur la finalité. En fait, Marion a touché ça du doigt dans sa présentation. Quelle est pour vous, finalement, en résumé, la finalité de ces contrats impact? On a l'impression, en vous écoutant, que Marion a dit faire bouger les politiques publiques spontanément. Et a parlé aussi de financer ce qui n'est pas financé, soit par d'autres investisseurs, soit ou financeurs, soit des choses qui ne sont pas financées ou finançables par des subventions ou des dons classiques pour les associations. Donc, si on pouvait résumer dans votre vision à chacun, quelle est finalement vraiment la vraie finalité de ces contrats impact? Euh, Parce qu'en écoutant Marion, on a l'impression que c'est pas forcément, ça n'a pas forcément vocation à devenir un produit d'investissement classique, mais plutôt à faire bouger les lignes sur des sujets importants, notamment de politique publique. Alors peut-être vous écoutez chacun en une minute sur, d'après vous, la Ouais. finalité Marion, je te laisse. essentielle Bah, ces- je vais rester je vais rester cohérente. Mais c'est les deux pour moi. C'est à la fois faire bouger les lignes des politiques publiques, les lignes des politiques publiques, et amener le secteur de l'investissement à en faire potentiellement, oui, un produit. Et ce que disait Benjamin sur le niveau de risque que prennent des contrats et la rentabilité, pour moi,
ça va ensemble. C'est-à-dire on peut aujourd'hui se dire que l'investissement va être utilisé à bon escient pour des projets qui auraient été peu ou mal financés ou pour lesquels aller lever des fonds en permanence est clairement contre-productif. Donc, pour moi, le contrat impact, c'est vraiment cette fusée qui permet d'aller plus loin. Ouais. Merci Marion. Benjamin? Moi, j'aurais une réponse qui diffère en fait pas mal de Marion, mais c'est pas grave. Dans le sens où pour moi, tout l'intérêt du contrat impact, c'est d'être dans un dispositif expérimental. C'est-à-dire que on est ici pour financer, et on le voit avec une forme de sophistication, de risque, de pénibilité contractuelle qui est importante, et tout ça ne fait sens que pour financer des expérimentations qui ont vocation, si elles font sens, à être déployées. Alors ça peut être déployé via les politiques publiques ou pas. En cas d'échec, voilà, on apprend, enfin on paye pour apprendre. Et donc savoir si telle politique de réduction de l'impact environnemental des crèches a vraiment un effet et à quel point, ben, on va monter ce contrat impact avec la belle vie pour tester ça. Est-ce que telle politique ou telle innovation pour réduire le surendettement a un effet ou pas? On va le tester ou pas. Mais tout ça ne fait sens pour moi et vraiment j'ai presque introduit là-dessus mon propos tout à l'heure en présentant les projets de recherche, parce que c'est un sujet sur lequel on est très actif en ce moment, c'est le post-contrat impact. Le vrai sujet, ce n'est pas le contrat impact, c'est qu'est-ce qu'on fait des apprentissages qu'on a générés. Si telle politique fonctionne, enfin si telle innovation sociale ou environnementale fonctionne, comment on la déploie, on la passe à l'échelle, on la développe, on la réplique, enfin, on met le terme qu'on veut derrière, on s'en fout. La question, c'est comment derrière on démultiplie l'impact d'un truc qui fonctionne, on le sait, ou fonctionne au moins en partie, on le sait. Parfois, on sait que ça ne fonctionne pas, et dans ce cas, c'est normal de l'abandonner. Et ça, c'est quand même un impensé aujourd'hui du contrat impact. Nous, on a commencé à le penser et à culturer un petit peu les pouvoirs publics sur ces sujets-là, mais de fait, on est encore au tout début du chemin, je pense, y compris à l'étranger. C'est terrible de voir, enfin, il y a des centaines, enfin pas des centaines, mais une centaine de contrats impact qui ont été financés au UK depuis 10-15 ans, enfin 13 ans maintenant, plus de 100, même 120 ou 130 contrats. Et il y en a, de ce qu'on sait, pour ceux qui ont été finis, peu qui ont été déployés à grande échelle en termes derrière d'apprentissage. Parce que voilà, il y a, à mon sens, une focalisation trop forte sur le contrat et sur l'innovation en tant que telle. C'est cool, l'innovation, c'est super. Mais la question, c'est après son déploiement quand celle-ci a démontré son effet. Et donc, pour moi, il est là le principal enjeu, le principal défi de cet écosystème, c'est de penser l'après. Pas juste penser le contrat et les conditions de démultiplication des contrats. Effectivement, ça peut être un futur souhaitable. Mais le futur, avant tout souhaitable, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont démontré leur pertinence. Donc voilà, back to the basics, c'est à quoi ça sert un contrat et revenir à cet intérêt-là de déploiement postérieur éventuel. Super, un grand merci vraiment à tous les deux. Je pense qu'on peut voilà, vous remercier chaudement pour ces éclairages très utiles pour un sujet voilà, qui est encore à- à poursuivre. J'ai 1 minute pour voilà, vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ce 48e Lunch and Learn. On a d'autres ressources qui peuvent vous intéresser. On va simplement en mettre en valeur deux. Vous savez, on a un podcast mensuel qui s'appelle La philanthropie en question, dans lequel à chaque fois on synthétise le résultat d'une recherche, d'un papier publié dans une revue scientifique dans des termes accessibles. Donc, vous pouvez écouter notre 24e épisode sur la sincérité dans le mécénat d'entreprise en vous connectant sur vos plateformes d'écoute préférées. On est normalement sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas. Et puis, on a aussi le replay de la conférence qu'on a faite en mars 2023 autour de l'ouvrage de Paul Vallely sur Philanthropy from Aristotle to Zuckerberg, toute une histoire. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. Le replay est en ligne sur la page de l'événement de notre site et de notre chaîne YouTube. Un grand merci à toutes et à tous. Rendez-vous dans à peu près 3 mois, on va dire, pour notre prochain Lunch and Learn qui est en cours de définition. On a partagé pas mal de ressources, mais comme vous le savez, on partagera aussi les supports de présentation de Marion et Benjamin, que je vais remercier encore chaleureusement une dernière fois d'avoir passé ce temps avec nous ce midi. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Merci et bon après-midi à tout le monde. à bientôt. Au revoir.